Peut-on encore croire en Dieu aujourd'hui? Les enquêtes montrent que désormais, moins de 4% des Français sont catholiques pratiquants. Le reste de l'Europe est également en voie rapide de déchristianisation. Même les États-Unis, grand pays religieux s'il en fut, montrent un désintérêt croissant pour la religion, surtout parmi les jeunes générations. Serait-il pas possible, cependant, qu'après le judaïsme, le christianisme et l'islam, nous soyons en train d'entrer dans un nouveau stade du monothéisme, et que la désaffection que nous constatons actuellement ne soit en fait qu'un passage obligé, une transition vers une nouvelle manière d'envisager l'ordre divin. Et si les Occidentaux redevenaient croyants, à travers une compréhension renouvelée du monothéisme et de ses principaux stades? La conquête de l'espace, avec les satellites, la Station spatiale internationale et même des humains foulant le sol lunaire, ont bien montré que l'homme est physiquement capable de sortir de son champ terrestre. Mais l'homme est aussi capable d'une telle sortie spirituellement. Les dieux païens étaient attachés à la nature. Il y avait par exemple le dieu du vent, celui de la source, du volcan. Ils sont concrets et spécifiques à tel ou tel élément, alors que le dieu d'Abraham est abstrait et universel. Il ne supporte pas d'idole, il est en fait hors nature. Donc voilà un arrachement à la nature, un chemin pour sortir, là aussi, de notre environnement terrestre. Le chemin de sortie physique est bien connu depuis Newton. Un satellite tourne autour de la Terre sur une orbite circulaire ou elliptique, mais une sonde qui voudrait sortir du champ de gravité terrestre pour de bon devrait emprunter une orbite parabolique ou hyperbolique. Les différentes trajectoires de sortie du champ terrestre peuvent être définies comme les intersections possibles entre un cône et un plan. Avec le cercle ou l'ellipse, le plan intersecte seulement la base du cône. Avec l'hyperbole, le plan est suffisamment vertical pour intersecter à la fois la partie basse et la partie haute du cône, définissant ainsi deux branches séparées. Dans le cas intermédiaire de la parabole, le plan reste parallèle aux côtés du cône lui-même. Donc cette géométrie n'a rien de nouveau, elle était déjà connue dans la Grèce antique. Nous allons l'utiliser ici comme des modèles conceptuels avec leur propre symbolique. L'on considérera que le judaïsme s'apparente à une orbite circulaire, le catholicisme et l'islam à une orbite elliptique, et parabolique pour la réforme protestante. Il s'agit là de plus que de simples métaphores. À travers l'histoire des civilisations, le monde physique et celui de l'esprit ont toujours été étroitement liés. Les pyramides d'Égypte, dont la construction fut un défi à la gravité terrestre, furent les tombeaux des pharaons. Et les grandes cathédrales sont autant de témoignages de la foi chrétienne. Comment les stades du monothéisme ont-ils rempli leur rôle essentiel de cohésion, de ciment social porteur de sens entre le microcosme de l'individu et le macrocosme de sa place dans le cosmos? Dans les temps anciens, la Terre occupait, pensait-on, le centre du monde. Ainsi, Dieu, dans le macrocosme de l'univers connu, limité alors par la voûte céleste, pouvait être représenté par une orbite circulaire basse, à la fois englobante et proche de la Terre. Le peuple juif, petit peuple parmi les autres peuples, pouvait constituer un micro-point de référence, avec une alliance comme le lien entre le peuple élu et Dieu, c'est-à-dire entre microcosme et macrocosme. Le rayon de cette représentation circulaire a progressivement grandi, avec la participation de la diaspora juive à de nombreuses civilisations. Le monothéisme pouvait-il s'étendre aux non-juifs, sans perdre le point de référence micro constitué justement par le peuple juif lui-même? Si celui-ci s'était ouvert à d'autres peuples, potentiellement à l'humanité tout entière, il ne serait pas resté longtemps un point de référence micro, celui d'un petit peuple parmi tous les autres. Le principe même du judaïsme, l'alliance entre un peuple micro et un Dieu macro, aurait été perdu. Le modèle de l'ellipse chrétienne, avec ses deux points focaux, permet de s'affranchir de ce dilemme. Jésus-Christ, Fils de Dieu, allait devenir, pendant son séjour terrestre, le point de référence micro pour tous les chrétiens, pendant que Dieu le Père serait dans les cieux le point de référence macro. Le Saint-Esprit, lien d'amour entre le Père et le Fils, deviendrait lui le nouveau lien entre microcosme et macrocosme, parachevant ainsi la Trinité chrétienne. L'islam peut aussi être représenté comme une ellipse, avec son prophète servant de point de référence dans le microcosme terrestre. Arriva la Renaissance italienne, un peu avant l'an 1500, et pour l'Occident, les débuts d'une phase parabolique qui se propagea dans toute l'Europe.
La sortie du champ terrestre prit alors une vigueur nouvelle, avec la partie macro de l'ellipse chrétienne qui, en s'ouvrant, donna naissance à une nouvelle trajectoire parabolique pour la civilisation occidentale. La réforme protestante allait embrasser très tôt cette nouvelle phase, rejetant nombre de dogmes de l'Église catholique romaine, ainsi que son autorité suprême. Parallèlement, la science et les humanités ont approché le nouveau monde parabolique selon une perspective laïque qui déboucha sur le XVIIIe siècle, celui des Lumières. Le stade hyperbolique, déjà entamé, correspond lui à un nouveau stade du monothéisme. Sans pour autant vouloir renier les stades précédents, chacun ayant son point de vue et ses enseignements à apporter. Mais reste à relier les deux branches de l'hyperbole, un besoin fondamental qui a traditionnellement été l'apanage du divin. L'humanité serait donc désormais à même d'endosser la tâche impérieuse de créer les liens nécessaires entre son propre microcosme et macrocosme. On compte donc 4 stades du monothéisme. D'abord le stade circulaire, celui du judaïsme, puis le stade elliptique, celui du christianisme et de l'islam, et le stade parabolique, celui de la réforme protestante. Enfin, notre civilisation moderne est maintenant en train d'entrer dans un stade hyperbolique dont la trajectoire montre une sortie avérée en dehors de l'environnement terrestre. Chaque stade apporte sa propre manière de relier le microcosme de l'individu avec sa place dans la société et le macrocosme de l'univers connu. Ce qu'il y a de commun entre les figures du divin de ces différents stades, ce sont à chaque fois les liens qu'ils apportent entre microcosme et macrocosme. Ces stades, pris tous les 4 ensemble, forment ainsi un tout, celui du monothéisme. Afin de mieux cerner le stade hyperbolique, tentons de mieux comprendre comment est en train de s'accomplir la transition depuis le stade parabolique, qui a été prévalent dans l'Europe des 500 dernières années. La parabole, à force de s'ouvrir depuis l'ellipse, devient un arc d'hyperbole, et le macrocosme hyperbolique devient le point de départ de la nouvelle transcendance. On part donc de beaucoup plus haut que dans le mode parabolique, on part de l'humanité prise dans son ensemble. C'est donc avec la branche macro de l'hyperbole que l'on trouve une nouvelle transcendance. C'est avec la branche micro que l'on trouve l'immanence, car si l'Occident est dans la transcendance, l'Orient est dans l'immanence. En Occident, Dieu est créateur du ciel et de la terre, il est en dehors du monde. En Orient, on est dans un panthéisme, le divin étant partie intégrante de la nature et du monde. Les deux sont donc bien complémentaires et non antagonistes, comme on l'a pensé pendant longtemps. Une synthèse apparaît donc possible avec le nouveau stade hyperbolique du monothéisme, mais qui va permettre à l'humanité de relier son microcosme et son macrocosme et d'engendrer les liens nécessaires entre les deux branches de l'hyperbole, entre transcendance et immanence donc. Ce rôle serait-il désormais dévolu à la science? En effet, la science semble maintenant vouloir prendre le relais. N'est-elle pas déjà devenue une nouvelle forme de religion, dictant nos croyances modernes, du Big Bang des débuts de l'univers aux origines de l'homme avec le darwinisme? Mais en dépit de tous ses succès, elle prend aujourd'hui pour acquis l'ordre intrinsèque du cosmos, ce qui n'a jamais été le cas des grands mythes et des religions. Du coup, elle peine à établir, dans beaucoup de domaines, les liens nécessaires entre microcosme et macrocosme, ce que les religions ont toujours apporté, permettant ainsi d'établir un ordre moral et social entre individus et sociétés. Il faut avoir confiance qu'à terme, la science saura surmonter ces difficultés et permettra à l'humanité de trouver une nouvelle autonomie dans la conduite de ses propres affaires. Dans quelle direction chercher? Du côté du macrocosme, nous avons les sciences théoriques, comme la célèbre théorie de la gravitation d'Einstein. Du côté du microcosme, on trouve les sciences appliquées aux nouvelles technologies, comme la mécanique quantique. Même si elle est une science théorique par elle-même, elle s'applique au niveau du microcosme de l'atome, et ses débouchés sont essentiels pour tout ce qui est électronique, informatique, télécommunications et d'autres domaines encore. Le problème clé aujourd'hui tient à ce que les physiciens ne savent pas intégrer en une théorie unique la mécanique quantique et la gravité einsteinienne. C'est l'obstacle majeur aujourd'hui à une unification de la physique, qui permettrait enfin à la science de créer les liens manquants entre microcosme quantique et macrocosme céleste. Ajoutons que certains sont même à la recherche d'une théorie de tout qui permettrait d'unifier l'ensemble des lois de la nature. Car il n'y a pas que la physique et les sciences dures, il faut compter aussi, entre autres disciplines, avec les sciences sociales, comme la microéconomie et la macroéconomie, que l'on ne sait pas intégrer de manière satisfaisante en une théorie globale.
Un point capital si l'on considère l'importance de l'économie dans le monde actuel. L'économie des nouvelles technologies, celle des GAFA en particulier, se trouve principalement sur la branche micro du nouveau stade hyperbolique, avec comme épicentre la Silicon Valley, qui se trouve justement au bord de l'océan Pacifique en prise directe avec l'Asie et ses traditions d'immanence. La branche macro, elle, reste pour l'heure beaucoup moins développée que la branche micro. L'on peine à trouver une pensée globale pour assurer son essor. La philosophie de la complexité d'Edgar Morin en France et le transhumanisme aux États-Unis peuvent être cités en exemple, comme probablement aussi les idées présentées ici. Avec la globalisation, on aimerait trouver également une gouvernance mondiale. À défaut, la gouvernance de l'Europe pourrait se trouver renforcée grâce à ses fondements culturels paraboliques. Pour conclure ce bref exposé, demandons-nous ce que pourrait finalement apporter le nouveau stade hyperbolique avec sa sortie de l'espace terrestre. Simplement, redonner un sens véritable à l'aventure humaine en surmontant petit à petit les obstacles scientifiques et technologiques à des voyages vers d'autres étoiles et d'autres planètes, au-delà du système solaire. On reviendrait alors aux origines du judaïsme, mais sur une autre échelle. L'humanité, un petit peuple chargé de faire connaître le monothéisme aux autres peuples de la galaxie. Ainsi, tous les peuples de la Terre auraient conscience de n'en faire qu'un, par-delà les rivalités actuelles, potentiellement dangereuses et meurtrières. Tout cela peut paraître aujourd'hui comme de la science-fiction. Certes, avec la physique actuelle, des voyages interstellaires à de très grandes distances ne paraissent pas être dans l'ordre des possibilités. Pourtant, si l'on avait dit à Christophe Colomb qu'un jour il serait possible de faire des voyages transatlantiques en quelques heures seulement et de manière tout à fait banale, il serait probablement resté incrédule. Notons qu'au début des années 1990, découvrir des planètes gravitant autour d'étoiles autres que le Soleil paraissait une quête improbable. Aujourd'hui, les astronomes en ont déjà identifié plusieurs milliers. Rien que dans notre galaxie, il existerait, selon l'estimation de la NASA, 300 millions de planètes potentiellement habitables. Et on commence déjà d'être en mesure de détecter des traces de vie éventuelles sur ces planètes. Découvrir ces mondes lointains n'a peut-être rien d'impossible. L'avenir le dira.